Jacques Chirac lance sa croisade pour l'emploi des jeunes en visitant un espace informatique et appelle à la mobilisation générale. Les députés entament demain la discussion de la réforme du service national. L'armée recrute des soldats professionnels et les jeunes se bousculent au portillon. À Belgrade, l'église orthodoxe se joint aux étudiants dans la contestation au régime Milosevic. La Cour des comptes critique très sévèrement la gestion du marché de l'eau municipale par les grandes compagnies de distribution. Le PSG en plein blues après sa défaite face à Monaco qui s'envole pour le titre de champion de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Après l'annonce samedi soir par le Premier ministre de la création d'un groupe de travail chargé d'évaluer l'ampleur des spoliations subies par les Juifs français durant l'occupation, Alain Juppé a tenu à préciser aujourd'hui qu'il s'agissait plus dans son esprit d'une réparation morale qu'un enjeu pécuniaire. Quoi qu'il en soit, le problème se pose. Un rapport confidentiel de la Cour des comptes l'an dernier dénombrerait en effet, par exemple, dans les musées français, des milliers d'œuvres d'art saisies durant l'occupation. Enquête Vincent de Guyenne, Pascal Doucet-Bon. Les personnes de cette amicale sont toutes des rescapés d'Auschwitz ou d'autres camps. Le recensement des biens spoliés aux Juifs, ils l'attendaient depuis longtemps, car beaucoup, en sortant de l'enfer concentrationnaire, n'étaient pas au bout de leur peine. Fanny Segal, par exemple, déportée à 18 ans. Quand elle rentre chez elle après 2 années passées en Allemagne, ses parents et 3 de ses frères et sœurs sont morts et on lui annonce qu'elle n'est plus chez elle. Je suis arrivée, la concierge m'a dit « Tu ne peux pas rentrer, il y a quelqu'un chez toi, il n'y a plus rien. » J'ai dit « Comment il n'y a plus rien ?» Elle me dit « Non, une fois que tu es parti, les camions sont arrivés, c'était des Français. Ils ont tout déménagé ce qu'il y avait chez toi. Il n'y a plus rien qui t'appartient. » J'ai dit « Qu'est-ce que je fais ?» Elle me dit « Ça, c'est autre chose, j'en sais rien du tout. » Cette photo est le seul bien de famille qu'elle ait pu sauver. Fanny Segal a appris plus tard que tout était parti en Allemagne. Après des années de démarches, elle a obtenu quelques petits dédommagements, mais aujourd'hui c'est avant tout par principe qu'elle demande réparation. J'ai passé l'âge des besoins. C'est quand j'avais 20 ans que j'avais besoin et que j'ai rien eu. Mais il est des enjeux financiers plus importants. Ces tableaux de maître récupérés en Allemagne n'ont toujours pas trouvé leurs propriétaires ou leurs héritiers. Ce sont les musées de France qui les conservent et les exposent aujourd'hui. Certains n'hésitent pas à les accuser de ne pas avoir facilité les recherches, voire de s'être conduits en receleurs. C'est un réflexe dans un sens normal, c'est-à-dire de conserver ce qu'on a et d'accumuler et de surtout rien rendre, puisque c'est une fois qu'on l'a, même si c'est volé, ce n'est pas grave, on l'a, c'est à nous. C'est le réflexe du voleur qui si on lui prend ce qu'il a volé, eh bien, se considère lui-même comme volé. Les musées de France ne sont pas des receleurs d'objets volés aux pauvres juifs pendant la guerre, c'est faux. Les objets qui sont revenus d'Allemagne en 1945 ont été rendus pour la plupart, puisque 45 000 ont été rendus aux familles spoliées. Il en reste effectivement, il en reste qui sont toujours à la disposition de qui veut les récupérer, qui peut prouver qu'il les a, que c'était dans sa famille. Les œuvres en question sont maintenant visibles dans le monde entier sur Internet et un catalogue complet est à apparaître plus de 50 ans après. Les responsables de la communauté juive de France sont dans le même état d'esprit qu'Alain Juppé. Pour eux, cette enquête sur les spoliations durant la guerre correspond surtout à un devoir de mémoire. Pour Henri Hadjenberg, le président du CRIF, il faut établir les faits pour faire la paix avec le passé. Un travail de longue haleine, de fouilles d'archives, parfois douloureuses. Reportage Patricia Charnolet, Bernard Puissossou. Voici les 6000 cartons qui renferment l'histoire de la spoliation des biens juifs. Ces documents proviennent essentiellement du commissariat général aux questions juives, chargé de répertorier et de saisir tous les biens des juifs. Rue Breguet, à Paris, vieilles chaussures. Rue Notre-Dame de Lorette, Mercerie. Les fonctionnaires de Vichy étaient très méticuleux. Les dossiers sont donc incroyablement précis. Des milliers de familles juives sont recensées. Les biens dérobés concernent des entreprises, des commerces, des biens immobiliers, des meubles. Tout est soigneusement noté. Et ici, ces archives qui correspondent à une période sombre de notre histoire font partie de notre histoire, de notre mémoire, qu'il faut assumer. Et la décision de ce gouvernement, c'est de faire toute la lumière sur cette période-là.
Le contenu de ces 200 mètres de carton va donc être rendu public pour la première fois. Jusqu'à présent, seuls les chercheurs, les historiens y avaient accès. Des documents bouleversants, des pages terribles de l'histoire de la dernière guerre. Il y a évidemment les biens qui ont été saisis. Il y a les administrateurs qui ont été nommés pour gérer ces biens. Et ensuite, il y a des documents du service de restitution après la guerre, car nombre de Juifs ont pu faire une enquête et retrouver leurs biens. Plusieurs années seront nécessaires, selon les spécialistes, pour lire tous ces documents et tenter de retrouver d'autres familles. 50 ans après, ces archives raconteront dans le détail l'un des chapitres les plus graves du génocide. Du discours à la méthode, Jacques Chirac part en croisade pour reprendre son expression en faveur de l'emploi des jeunes. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à l'espace Cyberjeunes de Boulogne-Billancourt, près de Paris, un lieu qui met à la disposition des jeunes demandeurs d'emploi les techniques les plus sophistiquées. Reportage Patrice Pellet, Véronique Saint-Olive. Un comité d'accueil bon enfant, la petite centaine d'employés du Crédit Foncier qui attendait le président de la République n'aura pas vraiment perturbé son immersion dans le monde virtuel de l'informatique. Son travail, les qualités requises. Là, en cliquant, nous avons les autres formations proposées par centre de formation. Ici, les jeunes viennent chercher des emplois sur le réseau Internet. Le service est gratuit, convivial, branché sur le monde. Internet va nous permettre d'entrer en contact avec des gens qu'on n'aura pas l'habitude de contacter par l'intermédiaire des revues ou des magazines, ou donc certainement d'agrandir, d'augmenter nos chances. Et justement, le président de la République voudrait bien inciter les jeunes demandeurs d'emploi à s'expatrier davantage. Une perspective à double tranchant, puisqu'elle entraînerait aussi les jeunes étrangers à venir en France sur un marché déjà très étroit. Mais en s'initiant au mystère de la souris informatique, le président de la République a surtout voulu montrer qu'il ne néglige rien dans la recherche pour l'emploi des jeunes. Ça ne va pas naturellement tout régler. Nous n'allons pas trouver les 700 000 emplois nécessaires chaque année pour les jeunes. Cela va de soi. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les moyens devaient être mis en œuvre. C'est un problème de mobilisation. J'ai employé le mot de croisade. C'est pour indiquer que chacun doit apporter à cet ensemble l'effort de son imagination, de sa réflexion, de son action. Et Jacques Chirac, lui, veut agir et sur tous les fronts. En occupant le terrain, le chef de l'État espère ainsi rassurer une opinion publique inquiète et déboussolée par les résultats de la lutte contre le chômage qui se font toujours attendre. Pour le porte-parole du Parti socialiste, Jacques Chirac fait de la politique virtuelle pour l'emploi des jeunes. Selon François Hollande, Jacques Chirac n'est pas parti en croisade pour l'emploi, mais en campagne électorale. Le multimédia au service de l'emploi, certains chercheurs universitaires français connaissent la recette depuis l'invention d'Internet. L'occasion de constater le grand retard de la France en la matière. Reportage Chantal Quimerlin et Jean-Paul Chausset à l'Institut Cochin de génétique. Ne vous fiez surtout pas à son allure de gamin. À 25 ans, Luc, chercheur sur le sida, a déjà chaque matin le premier geste du chercheur très professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde la pousse de mes levures. Je détecte ainsi la présence d'une interaction entre une protéine du virus HIV et une protéine cellulaire. Et une fois les cultures biologiques vérifiées, le deuxième geste, c'est de passer à la culture web. Entendez, Internet. Systématique, tous les matins, vous êtes sur Internet. Tous les matins. L'écran pour Luc, c'est depuis 2 ans. Le réseau, la boîte aux lettres qu'il a créée pour aider les 50% de chercheurs biologistes qui sont au chômage ou en emploi précaire. Là, par exemple, le haut désigne une offre d'emploi en contrat à durée déterminée, un ingénieur de recherche qui se trouve à Grenoble. Aujourd'hui, une seule offre d'emploi en France, toutes les autres viennent de l'Europe ou des États-Unis. Ici, le constat est dur. À quoi cela sert-il d'être branché, de bénéficier du meilleur matériel, un ordinateur pour 2 chercheurs, si cela ne mène nulle part? En France, ça se passe moins bien. Il y a peu d'entreprises qui sont connectées à Internet. En tout cas, ils ne font pas la démarche d'aller vers les sites où ce genre de CV peut se trouver. Ce qui signifie que là où l'université française est performante, l'ordinateur a donc surtout servi à aider les chercheurs à partir travailler à l'étranger. Internet, c'est excellent pour la recherche, c'est excellent aussi pour les informations, pour avoir des postes, des bourses, pour avoir des stages, des offres, tout ce qu'on veut, c'est vrai. Non, c'est excellent, on ne va pas se priver de cet outil. Mais ça ne crée aucun poste. Rien qu'en biologie, 1500 chercheurs français utilisent chaque jour Internet, une véritable association virtuelle à la recherche d'emploi.
En France actuellement, 1 jeune sur 4 en âge de travailler est sans emploi, soit 725 000 personnes inscrites à la NPE, 2 fois la moyenne nationale du chômage, un chiffre en constante augmentation. Face à la gravité du problème, toutes les initiatives sont les bienvenues. En Seine-et-Marne, une association de chefs d'entreprise a ainsi décidé de contourner les lourdeurs administratives en organisant elle-même la formation de ces jeunes commerciaux. Et les résultats sont plutôt encourageants, comme en témoigne ce reportage de Philippe Bisserias et Guillaume Fautra. Je vous invite à rentrer et on va vous expliquer un peu l'objet de notre rencontre ce matin. Ils ont tous moins de 26 ans et ils sont au chômage. La NPE de Torcy en Seine-et-Marne les a convoqués pour une réunion particulière. Des chefs d'entreprise viennent leur proposer une formation de vendeur. Elle n'est pas reconnue par l'État, mais elle a été élaborée sur mesure par les patrons eux-mêmes. Pour aller chercher des gens, des clients potentiels, pour essayer de déterminer leurs besoins, et puis également pour essayer de bien maîtriser la négociation, le diplôme, ça ne sert pas à grand-chose. Après 1 an de chômage, Mathieu, 24 ans, vient de terminer cette formation. Il est venu pour faire part de son expérience. C'est quelque part une étape de franchie et surtout ne plus retourner dans les galères et tout ça, quoi, et leur souhaiter justement de passer de l'autre côté. Ouais. L'autre côté pour Mathieu, c'est cette PME de Marne-la-Vallée où il vient d'obtenir une promesse d'embauche. Et pourtant il n'a aucun diplôme, il a arrêté ses études avant le bac et il pensait bien rester en marge du marché du travail. On doute de ses capacités au fur et à mesure qu'on voit que le temps passe, qu'on est rejeté, qu'on nous remercie de lettre en lettre que l'on expédie, de coups de téléphone. Finalement on se dit mais est-ce qu'on est vraiment nécessaire Dans cette entreprise, Mathieu a repris confiance. En contrat de qualification, il a d'abord dû apprendre l'informatique. Maintenant, il exporte des ordinateurs, une formule où chacun y trouve son compte. Je crois qu'actuellement, je connais peu de chefs d'entreprise qui n'embauchera pas un vendeur si ce vendeur-là ne lui développait pas son chiffre d'affaires. Donc, moi, aujourd'hui, des vendeurs, j'en ai besoin. La vente, c'est ici que Mathieu l'a étudié, dans une salle prêtée par la mairie de Torcy. Avec lui, une dizaine de jeunes ont suivi gratuitement pendant 9 mois une formation dispensée par des bénévoles, tous chefs d'entreprise dans la région. C'est une initiative privée. Le diplôme distribué à la fin de la formation n'est donc que symbolique. Par contre, la suite est bien réelle. Après leur stage, tous ces jeunes ont réussi à décrocher un emploi. Les députés entament demain la discussion de la réforme du service national qui doit mettre fin au service militaire obligatoire créé en 1905. Le projet de loi va instituer un rendez-vous citoyen de 5 jours obligatoire pour toutes et tous et 3 types de volontariat. Une réforme qui suppose le recrutement de professionnels militaires et dans le contexte de chômage, les jeunes se bousculent au portillon. François Cornet. Pourquoi voulez-vous faire ce métier? Êtes-vous prêt à voyager? Seriez-vous contre une formation en télécommunication? Le spot publicitaire de Bierschendorfer a fait exploser tous les projets marketing de l'armée de terre française. Une armée qui se targue d'être pour les 6 prochaines années, professionnalisation oblige, le premier créateur d'emplois en France. À partir de 1997 et jusqu'en 2002, 10 000 postes sont proposés aux jeunes de 17 à 24 ans. Du fantassin au tireur de missiles, du cuisinier au mécanicien, 400 métiers différents sont proposés aux candidats qui seraient, selon les statistiques des armées, déjà 2 fois plus nombreux que les postes à pourvoir. Il est vrai que par les temps qui courent, l'offre est alléchante. L'objectif est d'entraîner les engagés vers une carrière courte, de leur faire acquérir une double qualification, militaire bien sûr, mais aussi technique, pour leur faire bénéficier d'un véritable droit à la reconversion par une plus-value professionnelle avant leur retour à la vie civile. Dans le nouvel outil de défense de la France, l'armée de terre sera le plus gros recruteur, l'armée de l'air et la marine étant déjà largement et depuis toujours professionnalisées. Demain, spécial Piu-Piu dans notre édition de 13h avec un dossier tout à fait complet sur cette réforme du service militaire national. La situation dramatique en Algérie. Valéry Giscard d'Estaing, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, a annoncé aujourd'hui la convocation d'une réunion extraordinaire pour connaître l'appréciation du gouvernement sur la situation en Algérie. Ce matin, dans un entretien accordé au quotidien Libération, Lionel Jospin déclare que la France doit soutenir les forces démocratiques en Algérie et ne pas donner l'impression de soutenir inconditionnellement le pouvoir algérien. Réponse d'Hervé de Charette, c'est aux Algériens eux-mêmes de trouver une solution à leurs problèmes.
Élection en Tchétchénie, 5 mois après la fin d'une guerre sanglante qui a duré près de 2 ans et 1 mois après le retrait des derniers soldats russes. Les Tchétchènes se sont rendus en masse aux urnes pour élire leur parlement et surtout leur président. Les candidats à la présidence sont quasiment tous des héros de la guerre d'indépendance, à commencer par le grand favori Aslan Maskhadov, commandant en chef des séparatistes et principal négociateur de la paix avec Moscou. À Belgrade, les dirigeants de l'église orthodoxe serbe sont entrés dans la danse, si j'ose dire, en organisant aujourd'hui une gigantesque procession religieuse en forme de manifestation déguisée. Dans le même temps, le régime du président Milosevic confirmait son intransigeance en refusant de reconnaître devant la justice sa défaite électorale dans la capitale. Éric Lemasson. Jamais l'église serbe n'avait apporté un soutien aussi clair. Ce matin, le patriarche orthodoxe lui-même a pris la tête d'une procession quasiment improvisée pour célébrer comme jamais à Belgrade Saint Sava, fondateur de l'église serbe. Procession religieuse donc, mais en Serbie depuis 10 semaines maintenant, marcher dans la rue est un engagement politique. Impressionnant cortège de 300 000 personnes, auquel le gouvernement serbe s'est bien gardé de s'opposer. Aujourd'hui, la police avait disparu des rues de Belgrade. La nuit dernière déjà, les étudiants avaient accroché une petite victoire supplémentaire à leur tableau d'honneur. Après une semaine de face-à-face non-stop, ils ont obtenu la levée des cordons policiers qui les empêchaient de défiler. Cette force dans la rue ne signifie pas pour autant que le gouvernement serbe recule. La télé officielle a beau montrer qu'à Niš, deuxième ville du pays, l'opposition prend le contrôle de la mairie conquise au municipal. Dans le même temps à Belgrade, un tribunal vient d'annuler à nouveau la victoire de l'opposition. Un pas en avant, 2 pas en arrière et 69 jours d'un bras de fer qui ne peut que se poursuivre. Climat également toujours très tendu en Albanie où le chef de l'État a fait hier appel à l'armée pour restaurer l'ordre après un week-end de manifestations violentes contre le gouvernement conservateur. Stéphane Magnier. La police et l'armée qui gardent les bâtiments des sociétés financières pyramidales qui ont fait faillite, c'est cela qui a empêché les émeutes de se poursuivre aujourd'hui. Mais le gouvernement est aux abois. Il peut tomber d'un jour à l'autre pour avoir laissé faire ces sociétés où les Albanais ont tout perdu. Il y a 3 semaines encore, ils se pressaient dès 6 heures du matin devant ces bâtiments, attendaient l'appel de leur nom et la fouille pour accéder aux caisses et aux coffres, pour signer un de ces contrats qui proposaient en échange de leur argent de payer des taux d'intérêt faramineux jusqu'à 100% par mois. Voici le contrat type que signent les gens ici. Ils marquent leur nom, la somme d'argent déposée, le taux d'intérêt qui leur est garanti. Chaque contrat est signé par le président de VEFA et par un notaire assermenté dont vous voyez le tampon ici. Les sociétés comme celle-ci ont fait vivre la moitié de la population albanaise peut-être depuis 4 ans. Surtout les pauvres, les retraités, les chômeurs, tous les exclus du monde du travail. J'ai déposé toutes mes économies ici et c'est grâce aux intérêts que me verse cette société que je peux bouffer. J'avais une maison, je l'ai vendue, j'ai déposé tout le paquet ici. Et maintenant, je vis grâce aux intérêts que ça me rapporte. Moi, je viens déposer les indemnités que j'ai reçues pour mes 15 ans de prison et de camp de concentration pour motifs politiques. Ça représente environ 10 000 francs. Aujourd'hui, tous ces gens n'ont plus rien que la promesse du gouvernement de tout rembourser à partir du 5 février. Quand on s'étonne de leur colère et de leur naïveté, les Albanais répondent qu'ils ont cru qu'ils sortiraient vite de leur misère, qu'ils ont tous acheté des paraboles pour regarder la télé de leur voisin italien Berlusconi, et que sur leur petit écran, la vie en Europe leur paraissait si facile. À Paris, 11e jour d'occupation du siège parisien du Crédit Foncier de France par les salariés. L'intersyndicale l'a rencontré aujourd'hui pendant 3 heures. Philippe Rouvillois, le médiateur nommé par le gouvernement, et cela au siège du Conseil économique et social. Aucune déclaration à la sortie. La direction du groupe Moulinex a signé aujourd'hui un accord avec l'ensemble des syndicats à l'exception de la CGT. Accord visant à éviter près de 1500 licenciements secs. Reportage Jean-Yves Perrin, Philippe Dumail. Ça, c'était le 18 octobre dernier. Un comité central d'entreprise plutôt houleux, envahi par des salariés inquiets alors qu'il examinait la restructuration de Moulinex. À la clé, 2100 suppressions d'emplois et la fermeture de 2 sites.
Ambiance plus feutrée aujourd'hui pour annoncer les mesures d'accompagnement de cette restructuration. 718 départs en pré-retraite, 750 postes a priori sauvés par un accord sur l'aménagement du temps de travail, financé par l'État dans le cadre de la loi Robien. Ce plan, évitant 1500 licenciements, est signé par tous les syndicats, sauf la CGT. 5 organisations qui signent, ça mérite d'être souligné, ça montre qu'on a dialogué, qu'on est arrivé à quelque chose qui pouvait emporter un accord, et c'est une satisfaction. En tout cas, c'est une première satisfaction. Maintenant, il reste à mener à bien la transformation de l'entreprise. Quant aux 600 emplois encore en jeu, Moulinex affirme être prêt à tout pour éviter un seul licenciement sec. Aide aux mutations internes, congés de conversion, financement des entreprises locales embauchant un Moulinex. Aujourd'hui, seule la CGT avertit. Les salariés vont réagir dans les semaines qui viennent aux conséquences du plan dont ils ne mesurent pas aujourd'hui encore la portée. Et ça, je crois qu'effectivement, ça va être un des exercices difficiles pour Pierre Bliot dans les prochaines semaines. Ce plan social coûtera 600 millions de francs à Moulinex, financé par une augmentation de capital. Mais on ne sait pas encore combien l'État, lui, paiera. À Toulouse, la circulation des bus a été totalement paralysée ce matin à la prise de service en raison d'une grève des chauffeurs qui ont bloqué la sortie des 2 dépôts. Le premier dépôt, vous le voyez, a été évacué manu militari par les CRS, une intervention qui a fait 3 blessés légers parmi les grévistes. Le deuxième dépôt a été également évacué ensuite, mais cette fois sans incident. Oh, qu'il est laid, le débit de l'eau. Les très sérieux magistrats de la Cour des comptes sont bien d'accord avec Charles Trenet. Ils viennent de publier un rapport très sévère sur les services de gestion municipale de l'eau, hausse des prix extravagante, marché douteux, concurrence faussée. La Cour des comptes dénonce les grandes compagnies de distribution toutes puissantes face aux élus locaux. Elisabeth Esley. Vivre d'amour, oui, mais d'eau fraîche, attention, ça devient coûteux. En 4 ans, son prix a augmenté en moyenne de 47,7%. Et tous les Français ne sont pas égaux. À Saint-Étienne, plus 124% en 2 ans. À Joué-les-Tours, plus 112% en 4 ans. À Saumur, plus 75% en 3 ans. 2 raisons principales expliquent ces augmentations. En fait, 2 nouvelles exigences qui portent sur la qualité et le traitement des eaux. Ces 2 points entraînent des investissements importants qui devraient s'accompagner d'une gestion rigoureuse. Ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, la Cour des comptes veut une réelle transparence. Il faut donc bien connaître ce que c'est que la bonne gestion des services de l'eau et de l'assainissement pour bien voir ce qui est légitime dans l'augmentation du prix de l'eau, parce que l'eau est une denrée rare, et ce qui deviendrait illégitime si l'augmentation du prix de l'eau résultait de profits fantastiques qui pourraient être faits par certains en position de monopole, en position dominante ou en position d'imposer leurs conditions juridiques, financières. N'ayant pas le savoir-faire et dépassés par le coût des nouvelles technologies, les collectivités font de plus en plus appel au secteur privé où la concentration s'accentue. Les 2 grands groupes, la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, ont des dizaines de filiales. La concurrence est faussée, des contrats sont prolongés sans appel d'offres pendant parfois plus de 50 ans. Et ce sont les usagers qui trinquent pour les taxes, les charges, les marchés douteux, les engagements non tenus, alors que l'eau de leur robinet est parfois encore déclarée impropre à la consommation. Dans le Pas-de-Calais, un chauffeur de bus a été grièvement blessé et 5 enfants légèrement touchés à la suite d'une collision entre 2 autocars de ramassage scolaire. Un accident probablement dû à la chaussée glissante. C'est un procès peu ordinaire qui s'est traité aujourd'hui devant la 14e chambre correctionnelle de Paris. Le couturier Paco Rabanne, connu également pour ses livres ésotériques, poursuivait une femme de 40 ans pour harcèlement, mais pas sexuel. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Roger Mathurin. Cette dame n'a jamais lu. Mais vous faites partie du New Age, du courant du New Age. Sûrement pas. Sûrement pas. C'est New Age, scientologie. Cela ne pourrait être qu'un débat ésotérique, mais il s'agit de justice, d'harcèlement. Paco Rabanne face à Josiane Pasquier-Selle, à cause de qui il dit vivre l'enfer. Depuis 1995, la justice interdit à Josiane de venir à Paris afin de ne pas opportuner le couturier. Josiane le piste, fait le siège de sa boutique, se livre à des incantations, verse de l'eau bénite sur la vitrine. Quand Paco Rabanne déjeune au café de Flore, elle est encore là, à une table voisine. Elle l'insulte, le traite de proxénète, de pédophile, de Satan. Au défilé de mode, elle est encore là, au premier rang. Et sur les plateaux de télévision, elle n'est jamais très loin. Que je sors de chez moi, je regarde à droite et à gauche pour voir si elle va être là. Parce qu'elle me poursuit, elle court derrière, elle hurle, elle abeute les gens.
Alors pourquoi tant de harcèlement? Parce que pour Josiane, Rabanne est la cause de tous ses malheurs. Son divorce, c'est lui. La tentative d'enlèvement de sa fille, encore lui. Je pensais que c'était un envoyé de Dieu. En fait, dit-elle, c'est un suppôt de Satan. Il a des pouvoirs lucifériens, patron Rabanne, c'est vrai. Je le dis, je l'ai dit, je le répéterai. La preuve, il ne supporte pas. Pourquoi il ne veut pas que je vienne à Paris? Parce qu'il ne supporte pas que je fasse des prières à l'archange Saint-Michel et à Notre-Dame des Anges. Alors à la justice de trancher ce conflit hors du commun, le procureur a requis 1 an de prison avec sursis et une mise à l'épreuve. Les experts psychiatres notent, eux, un trouble névrotique chez la femme et préconisent une autre solution que l'on pourrait résumer ainsi: il est temps de consulter. Pour la première fois en France, un commanditaire présumé des commandos des GAL, les groupes antiterroristes de libération, se retrouve devant la justice. Georges Mandaille comparaît depuis aujourd'hui devant une cour spéciale composée de 7 magistrats chargés des affaires de terrorisme, et cela pour complicité d'assassinat. Les GAL sont responsables d'au moins 22 meurtres commis entre 83 et 87 dans les milieux indépendantistes basques de l'ETA. Même si la réprobation du terrorisme est quasiment unanime, de nombreux habitants du Pays basque souhaitent davantage d'autonomie. Une majorité de maires s'est prononcée récemment en faveur de la création d'un département basque. Ainsi se trouve relancé un débat vieux de 2 siècles. C'est le thème ce soir de notre enquête, menée par François Privat et Philippe Ritten, un département pour un pays. Biarritz, sa plage, son casino. Le Pays basque version bain de mer et carte postale. Sortie des stations balnéaires, la montagne et une multitude de petits villages. Ici, on vit avec une culture et une langue omniprésentes. Le basque est toujours enseigné à l'école. C'est la langue unique dans les Ikastola. À l'école primaire, les classes bilingues sont plutôt bien fréquentées. Même si globalement, la pratique du basque tend à disparaître. On sait maintenant qu'il est en train de mourir et je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose, de réagir, qu'elle puisse se maintenir. Alors, quand les élus réagissent, ils revendiquent un département en organisant une consultation à bulletin secret. Oui à la création du département Pays basque, 93 maires. 63% de oui, soit plus de 2 maires basques sur 3 favorables au département. De quoi susciter quelques larmes d'émotion. Je me demande si finalement ce n'est pas tout simplement l'envie de me trouver chez moi, dans une maison qui m'appartient, la maison Pays basque. Je suis optimiste. Tôt ou tard, il y aura une fin en soi. Nous verrons ce département, qui s'appellera Pays basque, qui s'appellera Pyrénées basque, qui s'appellera comme vous voulez, il y aura un département. Les maires de la côte sont plutôt opposés au projet. D'un côté la mer avec le tourisme et l'argent, de l'autre la montagne et ses traditions. Ça fait maintenant plus de 2 siècles que l'on parle régulièrement de la création d'un département basque avec une préfecture à Bayonne. Une idée devenue avec le temps véritable serpent de mer qui a figuré parmi les 110 propositions du candidat François Mitterrand en 1981. Jean-Baptiste Hindart est éleveur. Régulièrement, l'absence de structure administrative à Bayonne lui complique la vie. Vous avez cette maison qui est pratiquement à la frontière. Derrière cette maison, vous avez la route qui fait frontière. Et par exemple, pour vendre un veau à un Espagnol, il faut qu'on aille chercher un tampon à Pau. Ils ne peuvent pas le faire par courrier, ça fait 140 km et ça nous demande une après-midi. Agriculteurs et industriels unis dans un même sentiment. En juin 1994, la Chambre de commerce de Bayonne a interrogé les patrons. 86% disent oui à un département. Pour moi, en fabricant pur produit Pays basque, il est bien évident que le label Pays basque me plaît plus. Et je pense qu'on pourra redonner une résonance un peu plus importante au produit et à l'image que nous sommes en train de développer. Une première au Pays basque, quand 500 personnes défilent en silence pour dire non à la violence utilisée et revendiquée par les militants autonomistes d'Iparétarac depuis le début des années 80. Merci à vous, Ustaristar et amis, d'être venus montrer votre réprobation et votre écœurement. Nous vivons dans un pays démocrate. Et dans la démocratie, ce n'est pas la poudre qui doit parler. C'est davantage les sentiments. Effectivement, nous demandons l'autonomie. Mais l'autonomie d'un département, c'est tout.
comme ni plus ni moins que l'autonomie dont peuvent disposer tous les autres départements français. Départementalisme plutôt qu'indépendantisme, les maires de la partie ouest des Pyrénées-Atlantiques attendent désormais l'ouverture d'un véritable débat. Janvier, c'est la période creuse pour les stations de sport d'hiver. Bonne occasion de remplir les télésièges avec les classes de neige. Exemple avec ce reportage à Combloux, en Haute-Savoie, où les enfants venus des banlieues respirent le bon air de la montagne. Reportage Valérie Gastruc, Philippe Turpot. Chers parents, frères et sœurs, ma première semaine s'est bien passée. La première leçon de ski, on a appris à faire un sas-neige. 1 heure de cours le matin pour écrire la sacro-sainte lettre aux parents, ce sera tout pour la journée. L'essentiel est dédié à la neige. Dès 10 heures, la troupe arrive sur le terrain. Raquette aux pieds, c'est parti pour l'atelier découverte de la nature. Ces enfants viennent de banlieues parisiennes. La plupart n'ont jamais vu la montagne. Tu peux m'en citer un autre conifère? Sapin, oui. le pin, oui. le mélèze. Les premiers contacts sont parfois un peu difficiles parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas leurs repères, mais au bout de 4 ou 5 jours, ils ont pris leurs habitudes et ça se passe très bien. La plupart sont déjà allés à la neige? Non, la majorité d'entre eux, environ 80%, n'est jamais venu à la neige. Il n'y viendra peut-être plus. 15 jours à la montagne, c'est 4000 francs à débourser. Les parents payent le tiers, le reste est pris en charge par la commune, une sorte de vacances subventionnées pour ces enfants de milieu simple. Ici, 3 repas équilibrés pour certains, c'est inhabituel. Ils nous racontent beaucoup de choses sur la façon dont ils vivent à la maison. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous racontent. Ils nous disent par exemple qu'ils sont seuls ou que c'est leur grand-père qui leur fait le petit déjeuner ou que le soir c'est le petit frère ou ils mangent avec le petit frère ou avec la grande sœur, etc. Donc ça veut dire qu'ils sont seuls. Allô, eh ben on avance. Fatima, tu vas venir derrière moi. Le ski aussi est une découverte, un moment privilégié pour l'intégration au groupe. Il y a 4 classes qui viennent de milieux différents, donc pour la bonne intégration des enfants, on les mélange. Il y a Benjamin qui va côtoyer Mohamed, Fatima qui va côtoyer Céline, ça se passe très bien. La classe de neige, une manière originale de brasser des milieux différents. Football, battu hier soir 2-0 au stade de Louis II, le PSG a laissé Monaco s'échapper vers le titre de champion de France, un titre auquel les Monégasques rêvent depuis 9 ans. Une nouvelle défaite qui laisse présager pour les Parisiens une fin de saison mouvementée. Yann Lavoie. On pourrait peut-être trouver un début d'explication de ce qui fait la différence entre Monaco et le PSG actuellement en regardant ces quelques images de Barthès et de Lama, 2 des meilleurs gardiens européens. L'un semble avoir perdu confiance et est victime d'une faute de main. L'autre tente et réussit une interception sans bévue à un moment décisif. Et retrouver cette confiance, c'est devenu une priorité pour les Parisiens. Se refaire une santé morale surtout, parce que je crois que c'est là qu'on pêche en ce moment, quoi. Il faut se retrousser les manches, plus trop se poser des questions et puis aller de l'avant. Bien sûr, ce succès, les Monégasques le doivent aussi à leur jeu bien construit et à leur efficacité. Sonny Anderson a encore une fois réussi à marquer dans une position où d'autres n'auraient même pas cherché à tirer au but. Si la 2e place au classement du PSG semble désormais menacée, en revanche, Monaco avec 7 points d'avance sur le PSG a le titre dans la poche du short. Et ce même si le PSG aura à disputer une rencontre de plus que les Monégasques à domicile lors des 14 matchs restants. D'ailleurs, il n'y a guère que Tigana pour entretenir le suspense. Tout peut être remis en question, il suffit d'une contre-performance à la maison et une défaite à l'extérieur et le championnat est relancé. En 14 rencontres, vous savez, en plus il y a la Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue qui arrive, on sera très sollicité et le championnat n'est pas du tout joué. Enfin, il y a une satisfaction à retirer de ce face-à-face. La rivalité peut parfois être saine, il y a du respect entre les 2 meilleurs clubs de notre championnat. Lui, il n'a pas la Légion d'honneur. Lui, il préfère Bercy à Las Vegas. Je veux parler bien sûr d'Eddie Mitchell. Monsieur Eddie, pour reprendre le titre de son dernier album, va donner près de 70 concerts d'ici cet été, en commençant par Bercy à Paris pour 5 concerts à guichet fermé cette semaine. Schmoll, le retour. Reportage Louis Carzou, Jean-Marc Sursin. Trop jeune pour la retraite, trop vieux pour les médailles en chocolat. Alors à 54 ans et toutes ses rages, Monsieur Eddie est de retour. De retour pour une tournée sur mesure, c'est-à-dire monumentale.
Après son marathon en 94, lorsqu'il avait enchaîné 4 lieux différents dans Paris, cette fois Schmoll de son surnom s'en tient à la plus grande salle de la capitale, Bercy, et ses 12 000 places. Voilà, vous voyez, c'est alloué. C'est alloué très cher, parce que c'est la ville de Paris, il faut bien qu'elle vive. Mais tout le monde peut se rassurer, car les 5 soirs sont déjà complets. Tout le monde, sauf bien sûr, Monsieur Eddy lui-même. Là, bon, on a fait un spectacle pensé pour des grandes salles, dont Bercy, et c'est un bien aussi, parce que moi, ça m'oblige à tout resserrer, à vraiment le penser speed. Et ça, c'est une formule intéressante que je manie mal, donc ça m'oblige à travailler. C'est pas d'aujourd'hui, ça remonte, ça vient de très loin. Une cour d'école à la récré entre gamins. On jouait au tunique bleu qu'extermine les Indiens. Avec une voix assez chaude pour envelopper des salles plus grandes que ses rêves, c'est sûr, lorsque Monsieur Eddy monte sur scène, c'est pas du cinéma. 22h50, le magazine La France en direct, animé par Benoît Duquesne, autour d'un thème éminemment d'actualité, l'automobile et la pollution urbaine. Parmi les invités, entre autres, Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, Jean Tibéry, maire de Paris, ou encore Dominique Voynet pour les Verts. Dernier journal vers minuit 30, Philippe Lefebvre. Bon anniversaire à Édith Cresson, à Paul Quillès et à Mozart, 241 ans aujourd'hui. Le dicton du jour à la Sainte-Angèle, pensons à sortir l'antigel. Dans un instant, la météo, Sophie Davant va nous parler grisaille et froidure. Demain à 13h, vous retrouvez Patrick Chêne. Excellente soirée, merci.